Bienvenue pour ce premier numéro de votre magazine olympique sur TV78. Vous le savez, en 2024, Paris accueillera les JO et notamment à Montigny-le-Bretonneux se dérouleront les épreuves cyclistes ici au Vélodrome national. En attendant, c'est à Tokyo du 23 juillet au 8 août pour les Jeux olympiques, puis du 24 août au 5 septembre pour les Jeux paralympiques que vous pourrez suivre les épreuves. Mais qui sont justement les athlètes yvelinois qui participeront à ces Olympiades japonaises? Présentation dans un instant de ces sportifs et de leurs ambitions pour cet été. Et pendant que le Japon accueille les Jeux, la France s'y prépare et avec elle l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous reviendrons sur la dernière journée olympique au golf national où 500 jeunes se sont rendus. À cette occasion, nous avons également échangé avec les principaux responsables des fédérations sportives et des champions de haut niveau. Montigny-le-Bretonneux, Élancourt ou encore Versailles, les sites olympiques seront bientôt en chantier pour recevoir au mieux les épreuves et les spectateurs. Nous vous donnerons tous les détails. Et pour débuter, focus donc sur ces Jeux olympiques et paralympiques qui se déroulent à Tokyo. Qui sont les athlètes yvelinois engagés? Présentation avec Mickaël Elmidoro. Cet été, les Yvelines seront bien représentés pendant ces Jeux olympiques de Tokyo. Le contingent yvelinois devrait être composé d'une dizaine de sportifs. Parmi eux, 3 triathlètes du club de Poissy seront de la partie. Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, cette dernière connaîtra ses premiers JO. C'est un honneur de représenter Poissy parce qu'en effet, je les côtoie depuis, je pense, 2010 par là. Donc c'est vraiment, c'était le but et on a réussi. En golf, Antoine Rosner du golf de la Boulie à Versailles représentera la France sur cette compétition après une année 2021 de haut niveau et une victoire au Qatar Masters. À 28 ans, le sportif espère remporter une médaille. En aviron, la rameuse Claire Beauvais de l'association sportive Mantes fait partie des favoris dans son sport pour un podium cet été. Un podium olympique franchement, c'est un beau rêve. On a les armes pour se battre dans la catégorie et pour faire de belles choses. Donc c'est un beau rêve, mais il est un petit peu réaliste quand même. En cyclisme sur piste, ils seront plusieurs à partir au Japon. La Fédération française a décidé de miser sur la jeunesse avec 4 pépites. Mathilde Gros, 21 ans, Sébastien Vigier, 24 ans, Ryan Elal, 22 ans et Florian Grengbeau, 20 ans, licencié au VCE Sky Team Vousser. Le réel objectif d'une carrière sportive de haut niveau qui est la médaille aux Jeux Olympiques. Donc très content, mais il y a encore beaucoup de travail et pour aller chercher la plus belle des médailles. En BMX, 5 sportifs qui s'entraînent sur le stadium à côté du Vélodrome national vont s'envoler pour les Jeux. On retrouve dans la sélection Manon Valentino, Axel Etienne, Sylvain André, le triple champion du monde Joris Daudet ou encore Romain Mahut. Je pense que pour chaque sportif de haut niveau, participer aux Jeux Olympiques, c'est le plus gros objectif d'une carrière. Donc super content, ça reste juste la première étape. Maintenant, on va y aller pour une médaille, ce qui est le rêve et pourquoi on travaille tous les jours. En judo, à 34 ans, Guillaume Chêne participera à ses premiers Jeux Olympiques après avoir été remplaçant en 2016 à Rio. Le judoka espère faire briller son club de Sartrouville au niveau international dans la catégorie des moins de 73 kg. L'objectif, comme chacun des athlètes qui se présentent aux Jeux Olympiques, j'espère pour eux, c'est d'aller décrocher l'or. Maintenant, moi c'est mes premiers Jeux Olympiques, donc c'est déjà une petite victoire en soi. Maintenant, j'y vais pas pour figurer non plus. En boxe, Maïva Amadouche a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. La sportive du Boxing Club 50 ans en Yvelines sera dans la catégorie des moins de 60 kg. Une grande première pour cette boxeuse passée professionnelle en 2013. C'est un rêve, surtout qu'en étant boxeuse professionnelle, j'avais vraiment laissé les Jeux Olympiques de côté parce qu'il faut savoir que quand on est sportif, quand on est boxeur professionnel, on n'a pas le droit de se présenter aux Jeux Olympiques. Ça s'est ouvert pour les hommes pros à Rio, là c'est ouvert pour les femmes également là pour Tokyo. J'avais vraiment tiré un trait sur ces JO, sur les JO tout simplement. Donc en fait pour moi c'est une chance inestimable. Enfin, en handball, le Versaillais Valentin Porte devrait faire partie de l'équipe de France à Tokyo, champion du monde avec les experts en 2015 et 2017. L'arrière droit espère remporter cette fois-ci un titre olympique avec la sélection tricolore. Ces Yvelinois vont-ils tous performer à Tokyo? Réponse à partir du 23 juillet. Et une fois terminées ces épreuves à Tokyo, tous les regards vont se tourner vers Paris et sa région. Plusieurs sites yvelinois vont être à l'honneur. Présentation des sites.
C'est officiel, les Yvelines vont accueillir 7 disciplines sportives pendant les JO de 2024. Les sites ont été définitivement adoptés le 17 décembre dernier par le comité d'organisation. Versailles organisera le cyclisme sur route à proximité du château ainsi que des épreuves de pentathlon moderne. La ville royale recevra également les épreuves d'équitation, un temps pressenti à La Motte-Beuvron. Nous, on savait que toutes les chances étaient avec nous parce que c'est un site totalement exceptionnel, grâce au château de Versailles, bien sûr, qui accueille, et puis l'environnement. Donc oui, c'est une occasion formidable. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national accueillera bien le cyclisme sur piste et recevra l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. À une centaine de mètres, les courses de BMX seront organisées. Enfin, le golf national recevra les épreuves golf X 6 ans seulement après la Ryder Cup 2018. Ce qu'il y a de bien par rapport aux Jeux Olympiques, c'est que ça va toucher certainement on va dire un public un petit peu plus large que la Ryder Cup, parce que la Ryder Cup, peut-être que ça a touché uniquement un public d'avertis, de golfeurs, alors que les Jeux Olympiques peut-être toucher des personnes qui peut-être ne seront pas susceptibles de penser au golf en tant qu'activité olympique. Enfin, la colline d'Elancourt et ses 230 mètres d'altitude accueillera les épreuves de VTT en 2024. Une nouvelle attendue depuis de longs mois par le VCE Sky Team Vousser, le club local qui organise chaque année la Revancharde, une compétition cycliste sur le site. C'est nous honorer parce que ça fait 25 ans qu'on est sur ce terrain-là. On a fait la première Revancharde et on est les seuls utilisateurs qui font du VTT ici en compétition. Et pour nous, c'est une grande réussite, c'est un bonheur partagé par tous les adhérents du club. Les Yvelines seront aussi hôtes de 2 sites paralympiques. Le para-équitation sera programmé dans le parc du château de Versailles et le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera les épreuves de paracyclisme sur piste. La préparation des différents sites va se poursuivre pendant plusieurs mois et notamment Elancourt, la colline, point culminant de l'Île-de-France avec ses 231 mètres, va accueillir les épreuves de VTT. À quoi va ressembler ce site? Encore en friche. Plusieurs réunions préparatoires se sont déjà tenues. C'est une nouvelle étape pour la colline d'Elancourt. La Solidéo, maître d'ouvrage du projet, a choisi 5 entreprises pour aménager le futur site qui accueillera les épreuves de VTT des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons beaucoup avancé, entre autres avec l'architecte spécialisé pour la création des pistes d'un point de vue sportif, c'est-à-dire que le tracé des pistes est arrêté. Je dis bien des pistes, c'est-à-dire de la piste de Paris 2024 elle-même, mais également des pistes secondaires et annexes qui seront ouvertes au grand public une fois que les Jeux Olympiques seront passés. Et puis nous travaillons aujourd'hui, et je dis bien que nous travaillons toujours avec la Solidéo sur les projets d'aménagement. 10 millions d'euros d'investissement sont prévus pour le projet, sans construction en dur sur le site et avec une portée écologique pour que de futures familles, sportifs amateurs et promeneurs puissent s'y balader. Nous pensons dans les aménagements pour ce que l'on appelle l'héritage, c'est-à-dire rendre encore plus vert et pérenne l'ensemble de tout ce que vous voyez planté sur ce site. Avec un point culminant à 231 mètres d'altitude, les élus locaux espèrent voir en ce nouveau lieu un vrai emblème de réussite de ces JO 2024. Il sera ouvert et accessible, sachant qu'aujourd'hui, certes la colline est ouverte, mais elle est difficilement accessible. Il y a des chemins qui sont même, je dirais, dangereux par moment, puisque c'est quand même assez pentu, c'est compliqué d'y monter. Et l'esthétique n'aura rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ça demeurera bien entendu le point le plus haut d'Île-de-France. Je vous rappelle que du sommet de la colline, on voit la Tour Eiffel et on voit tout Paris. Mais ça sera également, certainement, le point le plus écologiquement respecté qui aura un vrai bénéfice à la venue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas de date précise pour les premiers coups de pioche, mais en attendant, le département travaille déjà sur les dispositifs de caméra pour une meilleure retransmission possible. Et avant de pouvoir découvrir ces nouveaux sites olympiques, il va surtout falloir fédérer le public. Et quoi de mieux pour fédérer le public que d'impliquer les plus jeunes? Le 23 juin dernier, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines proposait une journée d'animation avec des rencontres, des échanges et puis des activités. Tout cela sur le site du Golf National. Le reportage de Grégory Canalet. Elle est trop bien cette journée. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein d'activités, plein de nouveaux sports qu'on n'a pas testés. On a fait de tir au pistolet et on a fait de la course. Ça fait du bien au corps et c'est amusant aussi tous les deux. C'est la génération 2024. Ces jeunes vont vivre dans 3 ans les Jeux Olympiques en France. Et pour faire monter l'engouement, Saint-Quentin-en-Yvelines a convié 500 élèves de 18 collèges de l'agglomération au Golf National ce mercredi 23 juin. Une trentaine d'ateliers au programme pour découvrir les disciplines olympiques et paralympiques. C'est une manière très importante de permettre aux enfants de s'accaparer les Jeux Olympiques et les valeurs de l'olympisme qui sont très très importantes, les valeurs du sport, mais les valeurs de l'olympisme tout particulièrement. Si j'écarte les bras, je prends pratiquement toute la place.
Cette journée était aussi l'occasion pour ces jeunes de faire la connaissance de sportifs de haut niveau. Parmi les athlètes présents, l'ancien handballeur Olivier Giraud, capitaine de l'équipe de France championne du monde en 2001 et médaillé d'or au JO de Pékin en 2008. Moi, petit, c'est comme ça aussi que j'ai évolué. J'aurais voulu que des champions qui ont réussi reviennent, transmettent. C'est un plaisir de venir transmettre et il y a plein de gamins, plein d'éducateurs, plein de bénévoles. Voilà, tout l'écosystème du sport est réuni, c'est une super initiative, donc obligatoire d'être présent. À la mi-journée, les jeunes ont pu assister à des démonstrations, du tumbling avec la présence d'Axel Duriez du club des Clés-sous-Bois, double champion du monde des 13-14 ans, BMX flat, football freestyle ou encore breakdance. La discipline sera olympique en 2024. C'est important de la faire connaître d'ici là pour Carlotta Dudek. À 19 ans, elle rêve de participer aux JO de Paris. Est-ce que Carlotta va gagner les JO? Oui! Ça permet un petit peu d'avoir un premier contact avec nous et du coup nous ensuite on va pouvoir échanger avec eux, leur donner des cours, leur apprendre des mouvements. Donc nous c'est tout ce qu'on aime, pouvoir leur montrer, et, leur apprendre et avoir leur bonne humeur et tout leur intérêt en retour et ça c'est un bel échange. 50 ans en Yvelines accueillera 5 épreuves des JO en 2024 au golf et vélodrome national et sur la colline d'Elancourt. Rendez-vous donné dès l'année prochaine pour une nouvelle journée olympique. Et vous l'avez aperçu dans ce reportage, la championne Carlotta Dudek était présente aux côtés des plus jeunes. La championne de breakdance sera pour la première fois au JO 2024 et sa préparation a déjà débuté. L'ambition, c'est clairement de participer aux Jeux de Paris 2024, de décrocher une médaille. Et c'est un grand événement, c'est nouveau pour nous. Donc aujourd'hui, on va dire que le mot d'ordre, c'est de profiter de tout le processus avant d'y être justement, puisqu'il y a plein de choses qui se développent. Justement, des moments comme ça, c'est des choses qu'il faut profiter justement, qui sont à l'occasion des Jeux. La préparation a déjà commencé. Paris 2024, c'est loin, mais c'est aussi tout près. Au final, ça arrive très vite. Donc on commence déjà à se préparer avec l'équipe de France et à monter au plus haut niveau. Autre champion impliqué dans cette préparation des JO à Paris en tant qu'athlète expérimenté cette fois-ci, le champion de handball Olivier Giraud, lui aussi était présent au Golf National le 23 juin dernier. Écoutez son message. Le sport, il est social, c'est vraiment un endroit où on se retrouve avec certaines règles. Apprendre à vivre le sport, c'est apprendre à vivre en société. Et que cet héritage-là, c'est celui qu'il va falloir communiquer pendant ces 3 ans qui nous restent jusqu'aux Jeux Olympiques, un événement juste extraordinaire parce que il est souvent télévisuel et très peu de gens ont cette occasion de pouvoir être présents et de vivre cet instant qui est magique. Là, on a la chance de l'avoir. Préparons ça pendant 3 ans, donnons envie à des gamins de faire du sport, mais pas seulement, parce que l'écosystème du sport, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la télé, parce qu'autour d'un match de sport, y a tout, il y a tous les métiers qui sont dedans. Profitons-en pour faire progresser nos jeunes. Je vous propose à présent de passer un peu plus de temps au Golf National où Patrice Carmouze a eu l'occasion de rencontrer les principaux responsables des fédérations de danse, de golf ou encore de rugby, mais aussi d'échanger avec Jean-Philippe Gatien, le champion de tennis de table et directeur des sports de Paris 2024. Bienvenue dans cette émission spéciale organisée depuis la journée olympique qui se situe sur le golf national à 50 ans en Yvelines. On va parler des Jeux olympiques, on va y parler évidemment de Tokyo qui commence le 20 juillet. On va parler aussi de Paris 2024 avec mes invités et de très très bons et grands invités. Pascal Grisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de golf et vous êtes notre hôte puisqu'on est chez vous. Ouais, vous êtes les bienvenus. Et merci de nous accueillir et merci d'accueillir cette journée. On va reparler évidemment de cette journée. Charles Ferreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de danse. On dit de danse sportive, non, de danse on dit. De danse tout simplement. Danse, mais on va parler de breaking dance avec vous qui va être au JO en 2024, c'est ça? En 2024, tout à fait. À côté de moi, Jean-Philippe Gatien, bonjour. Vous êtes le directeur des sports de Paris 2024. Alors, est-ce que c'est la peine de vous présenter? On rappelle, vous avez été le meilleur joueur de tennis de table français de tous les temps, on dit ça? Meilleur, je sais pas, j'en ai fait un petit peu dans ma carrière. Un petit peu, voilà. Vous avez été champion du monde, vous avez été vice-champion olympique à Barcelone. Et puis vous êtes toujours intéressé, on va en parler aussi beaucoup, à la promotion du sport et au rôle social et éducatif du sport.
À côté de vous, Didier Retire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de rugby et le rugby sera au JO de Tokyo. Et puis Christophe Manin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. Donc vous n'êtes pas très loin non plus, vous. Hein. On n'est pas chez vous, mais pas loin. Tout à fait. Donc nous sommes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc sur le vélodrome, installé sur le vélodrome de... Et alors vous, le cyclisme, on en reparlera, mais enfin, c'est l'un des 5 sports, je crois, qui a depuis tout temps été aux Jeux Olympiques. Oui, c'est un sport, on va dire, un sport olympique avec plusieurs disciplines. Donc nous allons concourir pour 19 titres sur les 22 qui sont possibles pour le cyclisme. Donc voilà, dans toutes les disciplines du cyclisme, la piste, la route, le VTT et le BMX Freestyle RS. Et les cyclistes sont déjà à Tokyo ou... Ah non, les cyclistes sont en train de se préparer dans divers endroits en France, encore en train de participer à des compétitions. On va en parler dans un instant. On va commencer peut-être par cette journée, cette journée olympique. Pourquoi c'était important de l'organiser? Pourquoi d'ailleurs vous avez accepté de l'organiser sur le golf national? On nous le demande, donc nous on est très gentils, on est ravis d'accueillir, on a de l'espace. Et puis c'est vrai que le golf national est un site olympique, mais c'est vrai que les Jeux olympiques c'est la fraternité, c'est le seul événement sportif où tous les sports sont présents. Et pour nous, ça nous change un petit peu. Là, on est sur le practice où généralement les joueurs s'entraînent. Et là, on a aujourd'hui, heureusement. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir de nombreux jeunes pour pratiquer, découvrir un grand nombre de sports. Et c'est merveilleux. Et on est ravis d'accueillir tous ces sports et tous ces jeunes. Jean-Philippe Gatien, oui, une journée comme celle-là, ça permet, justement, il y a beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens qui sont là, de jeunes, de découvrir les sports qui vont être représentés au JO. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est un peu l'objectif. Cette journée olympique, elle existe, elle a été lancée par le Comité international olympique depuis plusieurs Olympiades. Nous, depuis la phase de candidature de Paris 24, on avait initié un événement majeur autour de cette journée olympique. Malheureusement, le contexte aujourd'hui n'a pas permis ce qu'on avait fait par exemple l'an dernier sur la place de la Concorde, mais on s'appuie sur le dynamisme des collectivités, des agglomérations, et Saint-Quentin-en-Yvelines est un exemple parfait. Là, 500 jeunes qui découvrent 32 disciplines ou 32 initiations, c'est juste l'esprit olympique et cette nécessité de faire découvrir au plus grand nombre des jeunes la pratique sportive et encourager la pratique en club, parce que c'est aussi ça derrière qu'il y a. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'au fond, derrière, alors il y a évidemment les champions, on va en parler, il y a tous ceux qui vont concourir aux Jeux Olympiques, mais l'idée que la gloire, la force, le génie parfois de ces champions, il faut que ça rejaillisse aussi sur la population, quoi. Complètement, je pense que les Jeux, c'est une vitrine, le sport de haut niveau c'est une vitrine, ça suscite des vocations. On est de nombreux champions à avoir démarré une carrière de sportif de haut niveau, une carrière de sportif tout court, parce qu'on a vu des images incroyables à la télé. Donc je pense que c'est ça l'objectif. Et cette année, cette journée olympique, elle a une saveur un peu particulière parce qu'on sort d'un contexte complexe. Et on a essayé de la tourner en lien avec le CNOSF et le CPSF, le Comité olympique et le Comité paralympique, vers un encouragement pour l'ensemble des équipes de France qui vont être privées de supporters à Tokyo, puisqu'il n'y aura pas de supporters étrangers. Et on a décidé de lancer aujourd'hui sur cette journée olympique un numéro, le numéro WhatsApp, le fameux numéro WhatsApp, le 06 88 88 2024. Alors 06 88 88 2024, c'est ça, j'ai gagné ? Qui va permettre à l'ensemble des gens qui le souhaitent d'enregistrer photos, vidéos, messages ou simplement textes, et qui seront adressés à l'ensemble de l'équipe de France olympique et paralympique pour qu'ils se sentent soutenus. Donc on encourage la pratique sportive, et à chaque fois que vous pratiquez le sport, vous mettez un petit WhatsApp, un petit message à cette équipe de France si vous le souhaitez, ça lui fera bien du bien. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est un peu particulier quand même pour les sportifs qui vont participer au JO, par exemple les cyclistes. D'habitude, il y a des supporters, il y a des gens qui viennent. Là, il y a quand même un peu d'entourage. Il y a les équipes, il y a les entraîneurs, il y a tout ça. Mais qui est-ce qui peut venir les supporter au JO? Théoriquement, personne. Théoriquement, personne, c'est ça. Là, le Kojo japonais a annoncé donc la présence de spectateurs, mais uniquement les locaux.
les locaux sur des jauges à 50%. En ce qui concerne les Français, nous, les sportifs seront soutenus par les staffs. En l'occurrence, pour le cyclisme, une quarantaine de personnes. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a que les personnes accréditées qui ont le droit de mettre le pied sur le territoire japonais. Ça, c'est très, très particulier. Je continue de vous interroger, puisque au fond, vous avez des sportifs qui vont participer à ces Jeux. Pour eux, est-ce que c'est plus compliqué pour se préparer, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va manquer à votre avis, ou est-ce que pour eux, après tout, c'est une compétition comme une autre comme une autre, pas comme une autre, parce que c'est les JO, il faut être au meilleur de soi-même, quelles que soient les circonstances. Oui, alors vous l'avez dit vous-même, les JO ne sont pas une compétition comme les autres. Et en tant que Français, il y a une grosse pression sur nos athlètes pour performer là-bas. Mais moi, je pense que au moins pour les cyclistes, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est le manque de référence et le manque de compétition que nous n'avons pas eu pendant la dernière année et demie, notamment les pistards. Ils vont aux JO sans confrontation officielle avec nos adversaires depuis février 2020. Donc ça, c'est... Voilà, on est prêt, on sait qu'on est en forme, on s'est bien préparé, mais par contre, c'est la grande incertitude par rapport au niveau international. Après, on a d'autres disciplines qui ont pu concourir, et notamment le VTT. Là, on sait qu'on est fort, mais ça va être la différence au-delà de l'ambiance qui va régner là-bas avec des JO sans supporters français et dans des conditions sanitaires. On faisait encore une réunion de préparation ce matin, des conditions sanitaires qui vont être assez terribles et assez dures à respecter. Enfin, il faudra les respecter, mais compliqué, oui. Et du coup, alors, les JO de Tokyo ont été reportés d'un an à cause de la crise sanitaire. On a... Alors, je ne vais pas dire que c'est des JO diminués, mais c'est vrai que vu d'ici, ce qui pousse un peu, on a presque envie que ces JO se déroulent, puis se finissent pour qu'on passe à Paris 2024, c'est pas un peu ça, non? Ouais, je pense que je ne veux pas diminuer du tout les JO de Tokyo, parce que non, et on a vis-à-vis des athlètes qui s'y préparent, ça va être des jeux sportivement peut-être un petit peu différents, mais nul doute que le sport va reprendre ses droits, et quand les athlètes seront au jeu, ils vont être là pour gagner. Et on aura des beaux jeux dans des conditions particulières, c'est une évidence, et on pense beaucoup, nous, à nos collègues japonais qui ont le rôle d'organisateurs, parce qu'ils ont vécu quand même des moments assez compliqués. C'était compliqué pour eux. Mais on va nous se déplacer un petit peu en réduisant fortement le nombre de personnes, mais pour aller quand même observer, puisque c'est important, et on n'aura pas beaucoup d'autres occasions de voir ça. Et on aura surtout au moment de Tokyo 2020, lors de la cérémonie de clôture, donc le 8 août, la passation entre Tokyo et Paris, puisque la maire de Tokyo va donner le drapeau olympique à la maire de Paris, Madame Hidalgo, et donc on va véritablement basculer dans l'Olympia de Paris, et on va devenir un petit peu le centre du monde pendant les 3 prochaines années. Donc on s'y prépare, et il y a des éléments festifs qui sont en train de se préparer justement pour cette passation, et c'est 12 minutes qu'on va devoir gérer à la fois d'antenne dans le stade à Tokyo, mais aussi sur Paris, et on vous concocte quelques surprises assez sympas, mais ça va être un moment très fort, très intense pour nous, dans lequel il y aura un mariage un peu sport-culture pour lancer l'Olympiade. C'est ce que dit votre collègue Tony Estanguet, il dit tous les regards du monde vont être tournés vers Paris, le 8 août. Ça va nous obliger un petit peu. Voilà. Alors on va peut-être parler un peu des JO et de l'importance pour chacun des sports que vous représentez. Pascal Grisot, j'avais vu une phrase d'un de vos prédécesseurs, qui est Georges Barbaret, qui disait quand le golf a été admis aux Jeux Olympiques, le golf sort enfin du ghetto où il était confiné depuis tant d'années. C'est un bouleversement majeur pour le golf au niveau mondial et au niveau français. C'est vrai qu'il y a eu... il est sorti du ghetto, le golf. Je ne sais pas si ghetto c'est tout à fait le mot approprié, mais j'adore Georges, donc il peut tout se permettre. Mais d'abord, il faut rappeler que le golf a déjà été présent aux Jeux Olympiques au début du siècle dernier. Alors on va y revenir. Pardon, je vous interromps juste une seconde, mais on en parlera pour le rugby aussi, parce que c'est vrai qu'on dit parfois, c'est des nouveaux jeux, mais il y a eu des Jeux Olympiques où il y a eu des sports qui étaient déjà représentés, et c'est le cas du golf. Exactement. Et donc le
golf est revenu aux Jeux de Rio, sera présent à Tokyo et évidemment en 2024 ici au Golf National. Et on en parlait tout à l'heure en disant que pour certaines fédérations, c'est une très grande importance de faire partie de la famille olympique. Et c'est vrai que pour nous aussi, on a la chance d'être un sport qui est relativement médiatisé. Mais par contre, c'est vrai que souvent, la critique qu'on fait aux golfeurs, c'est de pratiquer quelque chose qui n'est pas un sport. Et justement, le fait de pouvoir dire qu'on fait partie de la famille olympique légitime le fait que le golf est un sport. Donc oui, pour nous, ça a été très important de pouvoir de nouveau refaire partie de la famille olympique. Quelles sont les épreuves qui ont lieu dans les JO? C'est individuel, c'est par équipe? Ce ne sont que des épreuves individuelles. Donc une semaine pour les épreuves féminines, une semaine pour les épreuves masculines, sur le format habituel que jouent les joueurs, 4 jours, voilà, en stroke play. Donc on compte tous ses coups et simplement, voilà, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est le même format que les compétitions habituelles que jouent tous les joueurs et les joueuses chaque semaine. Vous allez voir les parcours de Tokyo sur lesquels... Alors non, et en plus le parcours de Tokyo a changé. Au départ, il y avait un parcours qui avait été choisi et finalement les Jeux se dérouleront sur un autre golf. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller à Tokyo pour voir le parcours. J'avais pas non plus été à Rio, c'était mon prédécesseur Jean-Loup Charon qui avait fait le déplacement et malheureusement je ne pourrais pas aller à Tokyo pour les Jeux pour ce dont on a parlé tout à l'heure, le respect des bulles sanitaires. Combien de joueurs français? 4. Donc on a 2 joueurs et 2 joueuses, Pérez, Victor Pérez, Antoine Rosner, Céline Boutier et Perrine Delacour, qui évoluent tous les 4 sur le circuit mondial, un peu plus souvent aux États-Unis qu'en Europe. Ils sont en forme en plus. Et qui sont en forme, oui, avec j'espère une participation pour Victor à la prochaine Ryder Cup à la fin du mois de septembre. On espère qu'il sera dans la Ryder Cup. Il n'y avait pas eu de Français quand ça s'est déroulé au Golf National. Il y a eu, vous parlez de la Ryder Cup, parlons-en. Il y a eu un effet Ryder Cup sur le nombre de licenciés, ou est-ce qu'il y en a eu un d'abord? Alors il y a eu un effet sur le nombre de golfeurs en France et on se plaît à la fédération à mesurer la période 2008-2018. Pourquoi? Parce qu'en 2008 on a commencé à candidater et en 2018 on a organisé l'événement. Et pendant cette période-là, la Fédération française de golf a augmenté son nombre de licenciés de 3,5%, ce qui est faible au regard d'un pourcentage. 3,5% sur 10 ans, c'est très faible. Mais quand on le met en perspective avec les autres fédérations, notamment des fédérations européennes, mais également la fédération américaine, tout ont perdu en nombre de licenciés. Et quand on dit que souvent l'évolution du nombre de licenciés est liée à l'émergence de champions, on s'aperçoit que dans le golf, c'est pas toujours le cas parce qu'un pays comme l'Irlande qui a la chance... Non, et de toute façon, notre ADN, c'est de pousser à l'émergence de champions. Pour ça, mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'en Irlande, qui a eu la chance d'avoir Rory McIlroy, en Espagne, où ils ont des joueurs comme Garcia, des joueurs comme Ram, qui vient de gagner, sur la même période où on a augmenté de 3%, eux ont baissé de 18%. Donc, nos 3% ne sont pas satisfaisants et j'aurais aimé qu'on fasse beaucoup plus. Mais quand on le remet en perspective par rapport à ce qui s'est passé dans les autres fédérations à l'international, fédérations golfiques, eh bien, on s'aperçoit que nos 3% sont pas si mal. Et le confinement, malheureusement, on a perdu en 2020, on a perdu à peu près 3%. Et là, on est sur une année historique puisqu'on est à peu près 14% par rapport à 2020 et on est surtout à 4% par rapport à 2019 qui pour nous était notre année historique, au lendemain de la Ryder Cup. De référence, voilà. Et donc on peut espérer, donc il y a cet effet Ryder Cup, que les JO, qui sont peut-être plus populaire, j'allais dire. La Ryder Cup, ça a intéressé beaucoup les gens qui connaissaient déjà le golf. Peut-être les JO, c'est... Mais l'effet de la Ryder Cup, c'est certainement la seule compétition de golf, et peut-être avec les JO, et on verra quel effet peuvent avoir les JO. En tout cas, nous, on se prépare à faire en sorte que cet événement soit un événement majeur pour le golf français, mais pour le sport français aussi. Et l'objectif, c'est qu'un très grand nombre de personnes découvrent le golf et se disent, tiens, mais pourquoi pas moi Mais c'est vrai que la Ryder Cup est la compétition qui passionne le plus les golfeurs. Voilà, ça c'est la compétition
compétition au monde qui est certainement la plus populaire. Peut-être qu'il y a une ouverture, peut-être plus Mais c'est ce qui est facile. magique avec les Jeux, parce que pendant toute la période d'organisation des Jeux, vous baignez dans le sport et forcément vous zappez d'un sport à un autre, et c'est l'occasion de découvrir des sports que peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir. Ouais. Le golf est avant tout un sport de passionnés, et c'est assez rare, sauf pour de grands événements comme la Ryder Cup ou les Jeux, que vous puissiez avoir des non-golfeurs qui regardent un événement golfique. Ouais. Charles Ferreira, la Fédération française de danse, c'est quoi, 80 000 membres à peu près? 90 000 licenciés avant le Covid, après la crise sanitaire un peu moins, comme toutes les fédérations, mais c'est ça, 90 000 licenciés environ. Oui. Alors, vous allez être... vous avez fait... Comment ça s'est passé? Vous avez fait candidature pour être il y a eu un travail de notre fédération internationale, mais je crois qu'il faut souligner surtout la volonté du CIO d'avoir cette discipline et du COJO en particulier. C'était un gros pari et je tiens à remercier le COJO parce que je sais qu'ils ont énormément travaillé. C'était pas simple, et donc je crois que la danse peut leur dire merci pour le travail qui a été effectué et les risques qui ont été pris. Alors, pardon, parce qu'il y a des gens, et moi le premier, je ne suis pas forcément familier de ça. C'est quoi la différence entre la danse sportive et la danse qu'on peut aller voir? Dans la danse sportive, il y a plusieurs disciplines. Vous avez le rock acrobatique, vous avez les danses latines, vous avez les danses standards. Vous avez plusieurs disciplines. Et en fait, ce sont des disciplines qui sont organisées au niveau international avec des championnats du monde, avec des championnats d'Europe. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre les danses dites artistiques et les danses dites sportives. Dans la danse sportive, c'est une grande famille de danses. Et pour les JO, ça sera la breaking dance, c'est ça? Le breaking, oui. Le breaking dance. Et alors, alors j'ai vu des démonstrations un petit peu tout à l'heure en me promenant. Comment on pourrait définir le breaking dance pour ceux qui n'ont jamais vu? Le breaking, c'est à la fois une discipline spectaculaire. C'est une discipline sportive parce qu'il faut une bonne condition physique, mais il faut surtout, et son ADN, c'est quand même de l'art et c'est une discipline artistique. Et on peut dire que ce qui est intéressant dans cette discipline, c'est qu'elle revêt un petit peu tous les éléments sportifs, artistiques, et les breakers tiennent beaucoup à garder cette identité de danse à la fois sportive et artistique. Et ça, il y a des équipes féminines, des équipes masculines ou c'est mixte? Non, il y a beaucoup de compétitions mixtes parce que les breakers ont été de façon. La danse, ça se fait à deux, quoi. Voilà, mais ensuite, au niveau des championnats du monde qui ont eu lieu et les championnats d'Europe, on a des catégories féminines et des catégories masculines. D'accord. Même si souvent, dans certaines compétitions, au niveau national, au niveau local, on mixe souvent les garçons et les filles. Et les Français, alors on est bons hein? Écoutez, la France est une grande nation du breaking, ça fait partie des 2-3 plus grandes nations au monde par la culture. C'est un des pays où il y a le plus de manifestations, de compétitions. Et puis la France et les breakers comptent beaucoup au niveau international dans le mouvement breaking. D'accord. Et alors, c'est en 2024 la première. C'est en 2024. Ça sera un sport additionnel. Additionnel, ce qu'on appelle. Il y a 4 sports additionnels, donc en 2024. Enfin, Jean-Philippe pourra en parler mieux que moi parce que c'est le grand spécialiste, mais donc le breaking fera partie des 4 sports additionnels qui seront aux Jeux Olympiques de Paris. Jean-Philippe Gatien, vous voulez nous préciser? Ouais, peut-être préciser cette nouveauté qui existe depuis Tokyo, en fait, où le CIO offre la possibilité au comité d'organisation, en plus du programme des sports qui est imposé, par exemple pour Paris 2024, on nous a imposé le programme de Rio, les comités d'organisation ont la possibilité d'ajouter des sports additionnels pour enrichir ce programme-là. Et donc, comme le disait Charles Ferreira, on a décidé de porter nos choix sur des sports qui peut-être amenaient quelque chose d'un petit peu différent par rapport à un programme qui nous était imposé. Et on s'est tourné vers des sports résolument tournés vers la jeunesse, qui se pratiquent peut-être assez facilement, qui sortent un petit peu des stades et qui amènent le sport dans les rues. Et donc ce côté urbain et jeune a été définitivement quelque chose qui a été cherché par Paris 2024. Encore une fois, dans le peu de marge de manœuvre qu'on avait, c'est 12 épreuves, c'est seulement 3% du programme. Qu'est-ce qu'on pourrait amener comme petite bouffée d'oxygène qui casse un petit peu les codes et
et on s'est tourné vers le breaking parce qu'on avait aussi eu ce succès de cette discipline aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires qui avait cartonné, et donc on s'est dit il y a peut-être un coup à faire à Paris 2024, et l'ensemble des sports urbains auront un écrin assez sympa puisqu'ils seront place de la Concorde, donc on va leur offrir des images fantastiques et surtout ce génial, lien sport, culture, patrimoine auquel on tenait pas mal. Absolument. Pour vous, c'est quand même une victoire formidable. C'est une victoire historique, hein, et c'est vrai, je rejoins ce que disait Jean-Philippe, hein, c'était quand même pas simple, hein, pour Paris 2024 quand même, et le COJO d'avoir fait ce choix, une discipline artistique qui rentre dans le milieu sportif. Bon, il n'y a pas que le breaking, on a aussi le patinage sur glace qui est à la fois un mix, je veux dire, artistique, un mix sportif, mais après c'est vrai que aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine, où la France avait brillé d'ailleurs, hein, puisqu'on a une médaille d'argent chez les garçons et une 5e place chez les filles, c'est vrai que ça a eu un succès retentissant, quoi. Il y a eu un public, il y a eu vraiment un engouement pour la discipline incroyable. Là, vous avez beaucoup de sportifs de haut niveau qui se préparent là, pour 2024. Écoutez, oui, alors il va y avoir des sélections, il va y avoir... La discipline sportivement avait besoin d'être aidée, donc on a demandé statut haut niveau, on a mis des équipes en place, on a mis un directeur des équipes de France qui s'occupe presque uniquement du breaking, donc il a fallu tout mettre en place pour essayer d'obtenir 1 ou 2 médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ce que disait Jean-Philippe Gassier, il a raison, c'est vrai que c'est aussi une nouvelle image du sport qui est à la fois peut-être plus urbain, plus c'est vrai que la jeunesse, jeunes en tout cas. La jeunesse est très, très sensible, hein. D'ailleurs ça se voit, hein, dès qu'il y a du breaking, les jeunes aujourd'hui, ça touche tous les jeunes, et c'est vrai qu'ils sont aussi très présents sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que ça peut donner en tous les cas un coup de jeune par un certain côté aux Jeux de Paris. Ouais. Alors on va parler de rugby avec Didier Retière, parce que donc cette équipe de filles de France s'est qualifiée pour Tokyo. Alors il faut préciser, aux Jeux Olympiques c'est du rugby à 7. Hein. Ouais. C'est quoi les 8 qu'on enlève? C'est un peu les plus costauds. C'est les gens de devant, c'est ça? Ouais, un peu. C'est-à-dire c'est un format de rugby qui se joue sur le même terrain que celui sur lequel on joue à 15 contre 15. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, il faut courir. Donc il faut courir longtemps, vite. C'est très très intense. Les matchs sont Alors les matchs sont plus courtes, hein. Beaucoup plus courts. On fait 2 fois 7 minutes. Et donc voilà, c'est un format qui correspond un peu à l'ambiance aussi de ces sports urbains, c'est-à-dire que les matchs s'enchaînent, c'est très festif, il y a une ambiance un peu... C'est très spectaculaire, hein. Tout à fait. Ça marque, les filles ont gagné 50-0 , donc ça veut dire que ça peut vite ça y va, marquer, quoi. Voilà, on va d'une ligne d'essai à l'autre, voilà, il y a des gestes techniques assez spectaculaires, donc voilà, ouais, c'est là aussi un tournoi qui se déroule sur 3 jours. Et donc avec souvent beaucoup d'ambiance aussi dans les tribunes, il y a une tradition un petit peu de très très festive qui viennent en fait des étudiants qui venaient souvent voir les matchs. En fait, les spectateurs du rugby à 7 sont souvent déguisés. Et donc il y a un côté assez festif, assez marrant. Et par contre, c'est un sport spectaculaire, mais très difficile. Physique, ouais. Vraiment, on a des athlètes. Alors, c'est les mêmes qui jouent à 15 ou à 7 ou à... On en a certains, il y a quelques-uns. C'est vraiment une préparation particulière. C'est particulier, oui. On va retrouver, j'avais discuté avec des entraîneurs de volleyball par exemple, où donc on a un peu les mêmes, c'est un peu les mêmes différences que ce qu'on a entre le volley en salle et le beach volley. On a travaillé avec le basket avec la nouvelle pratique qui est le 3-3, et donc on retrouve ces dimensions-là, c'est-à-dire on a des gabarits un peu moins costauds, un peu moins grands, qui sont plus vifs, plus rapides. Donc voilà,
c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent. Donc dès 2 minutes 37 minutes, c'est très. Voilà. Donc ouais, ça joue à plein, quoi. Ça joue à donf, voilà, si je peux dire. À fond du début à la fin. Ouais. Alors, on parlait avec Pascal Grisot justement du golf qui avait déjà été au JO avant 2016, parce que c'était la première fois de 2016. Le rugby aussi. Enfin, là, on a l'impression que c'est un sport nouveau, mais il a déjà été aux Jeux Olympiques dans des années alors très lointaines presque. Au début du XXe siècle, ouais, parce que Pierre de Coubertin était aussi arbitre de rugby. Et donc oui, il y a eu le rugby à Paris en 1900. Et je crois qu'il y a eu 1900, 1908, 1920, 1924. Et donc on est sorti des Jeux en 1924 après la victoire des Américains, qui avait fait jouer des footballeurs américains qui étaient professionnels déjà à l'époque, et ça avait un peu offusqué. C'est drôle. Ça avait offusqué un peu nos amis britanniques, qui donc et dans la philosophie du sport de l'époque, oui, c'était l'amateurisme. Voilà, n'admettait pas qu'on ait des gens professionnels qui viennent pratiquer ce sport. Et donc on a quitté les Jeux en 2024 pour y revenir comme le golf en 2016 à Rio. Et donc voilà, c'est la deuxième fois là, qu'on viendra au jeu, et puis évidemment à Paris, ce qui est évidemment en ligne de mire. À Paris. Et juste un petit mot à dire, oui. Je crois que pour les Jeux de Tokyo, ce qui est important aussi, c'est vraiment de prendre en compte les athlètes. Ils se préparent depuis maintenant 5 ans. Il y en a certains qui vont arrêter leur carrière suite aux Jeux de Tokyo, donc je crois qu'il faut vraiment les soutenir parce que absolument, oui. Tout à l'heure, j'avais l'air de déconsidérer un peu les Jeux de Tokyo. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une espération ici en France sûr que nous, à Paris 2024. Mais tout le monde attend ça, évidemment. Non, il faut être très respectueux justement des athlètes qui vont à Tokyo. Il faut voir vraiment, et le passage de relais est symbolique, c'est-à-dire vraiment que voilà, à la fin des Jeux de Tokyo, c'est parti pour Paris, et donc c'est ce formidable événement qu'on vivra tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a des paris sportifs, mais alors j'ai vu qu'il y a le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Kenya, Fidji, la Chine et la Russie. Et on a des chances. Oui, avec les filles, on a, je pense, vraiment des chances de médaille. Qualifiées, hein, elles se sont bien qualifiées, elles ont beaucoup travaillé. On est dans la même situation un petit peu que tous les athlètes, c'est-à-dire on a peu de références. C'est vrai qu'on a quasiment 1 an et demi sans compétition. Le TQO, hein, le tournoi de qualification, a été vraiment la première compétition officielle qui se déroulait. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en manque de marques et de repères. Donc, oui, ça, oui, un peu comme. Elles sont en forme, elles sont déterminées. Voilà, elles ont vraiment un moral de vainqueur, et donc on va voir. Et je pense qu'en effet, elles ont de réelles chances de médaille. Et c'est bien que ce soit des filles aussi qui représentent la France au rugby. Je veux dire, c'est vrai que là aussi, comme dans la danse, c'est ce que vous disiez, c'est la liaison un peu de l'urbain et du sport, et le fait que ce soit aussi des femmes qui soient là, il y a une modernité quoi qui est. Bien sûr, je crois que c'est aussi les Jeux Olympiques ont été très précurseurs en termes de mixité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mixité en général dans le sport, c'est un vrai vent nouveau et qui participe justement à une vraie évolution des mentalités. Et je crois que quand on voit les athlètes de tous les sports féminins, ça inspire vraiment le respect, et c'est ça qui est fabuleux dans le sport, c'est que la performance en fait, elle a pas de couleur, elle a pas de religion, elle a pas de genre. Et voilà, c'est le respect simplement de voir ce que sont capables de faire les gens. Des athlètes. Jean-Philippe, oui. Peut-être juste un mot sur ce que vient de dire Didier sur la parité notamment, et souligner qu'à Paris 2024, ça sera la première fois dans l'histoire des Jeux qu'il y aura 50% d'athlètes masculins, 50% d'athlètes féminins. Allez, la parité. La parité sera totale. Le CIO a travaillé en sens avec l'ensemble des fédérations internationales. Donc on est assez fiers de pouvoir porter ce message qui est un vrai message aussi sociétal et qui fait partie de notre ambition en termes d'héritage. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire, et c'est un clin d'œil à 1900 des Jeux de Paris, où c'est la première fois que les femmes intégraient les Jeux. Elles étaient 2% à l'époque, et donc on voit le chemin qui a été parcouru, et elles seront 50% des représentantes athlètes en 2024. C'est formidable, vous avez bien fait de donner cette précision. Christophe Manin, alors le cyclisme, je disais un peu différent, c'est-à-dire que c'est en effet le sport qui a été le plus représenté au JO depuis le début, il fait partie des 5 sports. Je crois qu'on est la France à 42 médailles d'or, je crois, en cyclisme. Vous les avez mieux compté que moi, je vous crois. C'est flatteur, je vous crois. Oui, certainement, oui, parce qu'on a eu l'habitude pendant de longues années de dominer
mentionner la discipline de la piste, notamment, qui peut rapporter jusqu'à 12 titres. Ouais, je me souviens de 30 ans et Morlon, des gens comme ça, voilà. Mais il y en a d'autres depuis. Mais c'est essentiellement sur la piste, et puis on a avec Gianni Longo aussi. Et Gianni Longo, c'est sur la route, mais c'est essentiellement sur la piste et sur la route qu'on a fait nos médailles. Dernièrement, dans les dernières années, on a fait des médailles en BMX, avec Anne-Caroline Chausson et Laetitia Corguilla en 2008, et puis également en VTT, quand le VTT est devenu olympique, avec Absalon plusieurs fois et Jean-Christophe Perrault. Alors moi j'ai noté qu'il y avait 5 épreuves, la route, la piste. Ça on connaît à peu près. Il parle très fort derrière. C'est le breakdance, non? Ah oui, je crois que c'est... on ne peut pas leur dire de faire un peu moins de bruit. On fait du bruit, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, on voit que ça y va. Alors, la route, la piste, le BMX, mais aussi, alors, j'ai le BMX freestyle. Voilà, donc peut-être... Et le mountain bike, c'est le VTT ou... Oui, c'est le VTT, XCO, donc une discipline qui est olympique depuis 1996, où on a fait régulièrement des médailles, soit des médailles d'or, je vous ai dit, avec Absalon ou Julie Bresset, mais donc le VTT, mais pour faire écho peut-être à l'ambiance et puis aux nouvelles disciplines, et surtout aux disciplines urbaines, pour la première fois en cyclisme, nous avons une nouvelle discipline, c'est le BMX freestyle, et c'est vraiment une nouveauté parce que donc ce ne sera pas de la danse, mais ça va être une prestation aérienne notée avec des tricks et qui est une discipline très spectaculaire qui obéit à des codes vestimentaires, des codes musicaux et je pense que voilà, ça s'inscrit bien dans cette mouvance que veulent les COJO actuels de sport urbain, de discipline fun, jeune et voilà. Donc c'est une nouveauté pour nous. C'est vrai que c'est une vraie tendance ça, dans l'évolution du sport. Ouais, c'est pour cette raison. On sent effectivement ce vent des sports urbains arriver. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ces sports qui sont quelque part connectés avec leur époque, avec la jeunesse, qui peut-être se pratiquent, se consomment. On évoquait tout à l'heure les réseaux sociaux. Et ce sont des sports sur lesquels il y a des communautés assez fortes. Et effectivement, en termes de communication, de retentissement et de relais d'images ou de vocation, c'est quelque chose qui est important. Et on en a tenu compte effectivement. Oui. Ouais. Et je regardais ce qu'écrivait Tony Estanguet, il dit l'une des ambitions de Paris 2024, c'est de contribuer à mettre plus de sport dans la vie des gens pour mieux utiliser toutes les solutions qu'il peut offrir en matière de santé, d'éducation, d'inclusion ou encore de changement de regard sur le handicap. On ne peut pas mieux dire, mais c'est vrai que... Je me demande ce que je vais pouvoir dire après ça, parce qu'en fait ça résume parfaitement. C'est vrai que c'est ça aussi le sport. Oui, c'est ça. C'est évidemment les athlètes qu'on admire et voilà, qu'on vient applaudir, mais on ne peut pas forcément être à leur hauteur, mais c'est aussi ça, c'est aussi le partage, c'est aussi le regard sur l'autre. Complètement. On a tendance en fait à réduire, et c'est sa mission principale, le comité d'organisation, la livraison des compétitions sportives. Donc on doit bien évidemment s'assurer à ce qu'elles vont se dérouler dans des conditions parfaites, mais je crois que la volonté de ce comité d'organisation et de son président Tony, c'est véritablement d'aller encore plus loin et de permettre durant les 3 prochaines années que la plateforme Paris 2024 puisse être une caisse de résonance justement pour les multiples vocations du sport et cette machine à solutions que ça peut représenter dans la société. On parle du sport santé bien évidemment parce qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui quand on voit la sédentarité qui gagne notamment les plus jeunes qui sont souvent en souffrance et en obésité, quand on parle d'inclusion, quand on parle de mixité, de parité, enfin voilà, tous ces sujets sociétaux, je pense que le sport a véritablement un lien très fort pour les faire avancer et je pense que Paris 2024 a aussi vocation à porter ces sujets et à les mettre sur la table au travers d'un programme d'héritage et d'engagement assez ambitieux. Justement, les uns et les autres, Charles Ferreira, je pense qu'il y a des gens qui, grâce à la danse sportive, se sont révélés, peut-être sont sortis de chemins qui étaient plus sinueux, sur lesquels ils étaient partis. Mais aujourd'hui, le rôle des fédérations a drôlement changé, quoi. On n'a pas un rôle et une mission uniquement sportive. Aujourd'hui, les enjeux et les missions qu'on a au niveau des fédérations, elle est autant sportive que sociale. Aujourd'hui, à travers le sport, le
suivi socio-professionnel est très important, comme l'a dit Jean-Philippe, tous les problèmes de société. Aujourd'hui, notre ministère et nos politiques se tournent beaucoup vers les fédérations pour venir en soutien social à la jeunesse et au sport santé. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des grandes missions des fédérations. Pascal Grisot, contrairement peut-être à ce que le grand public pourrait croire, le golf aussi a une dimension sociale. Il y a des jeunes qui viennent de quartiers difficiles, il y a évidemment le handicap qui est très bien représenté, enfin, il y a des formidables joueurs. C'est vrai qu'il y a cette dimension sociale aussi dans le golf. D'abord, ce qu'on ne sait pas suffisamment, et encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout d'aller faire une compétition entre les sports en nombre de licenciés, mais le golf est le premier sport individuel au monde en nombre de pratiquants. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça se sait beaucoup plus dans les pays anglo-saxons ou en Asie. D'ailleurs, c'est un des sports les plus regardés à la télévision, je pense. C'est un des sports qui est le plus regardé, mais rien à voir là quand même avec des sports collectifs comme le rugby ou le football. Mais en termes de nombre de licenciés, de nombre de pratiquants, le golf est le premier sport individuel. Quand on a eu la chance d'accueillir la Ryder Cup, on s'était engagé pour gagner la candidature à construire 100 équipements compacts urbains, qui sont des équipements qui sont, comme leur nom l'indique, plus compacts, et qui dit plus compact dit aussi beaucoup moins cher en coût d'exploitation et on y passe beaucoup moins de temps. Et qu'on peut mettre près des villes, dans les villes. Donc les enfants ont un accès beaucoup plus facile. Et certainement les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à d'autres fédérations qui n'ont pas eu ce programme d'ouverture de parcours compact urbain est certainement un des outils qui nous a permis de mieux résister par rapport à d'autres fédérations qui, elles, ont baissé en termes de licenciés. Et aujourd'hui, il y a cette image que peut encore avoir le golf d'un sport élitiste et totalement infondée, puisque toutes les populations sont représentées aujourd'hui dans les golfs, que ce soit dans les parcours compacts urbains, que ce soit dans des golfs qui sont des golfs commerciaux où vous rentrez, vous payez un green fee et vous pouvez accéder. Et il y a encore le modèle évidemment des golfs associatifs, mais qui a plutôt tendance à diminuer au profit des golfs commerciaux et des parcours compacts urbains. Et beaucoup d'initiatives sont faites à l'égard des jeunes, notamment. Alors ça, c'est un de nos enjeux, principaux enjeux. Et je regarde beaucoup ce qui se passe dans les sports collectifs. Et quand je regarde de quelle façon les sports collectifs s'occupent des jeunes enfants, je suis très admiratif. Nous, on a un chiffre qui est terrible. On a 78% des enfants qui arrêtent le golf après 2 ans. Et ça, c'est vraiment un chiffre dramatique parce que l'objectif, c'est pas d'aller en chercher, c'est déjà d'arriver à conserver et de réfléchir à la façon dont il faut enseigner le golf aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est très symptomatique. Quand on voit des enfants, on veut les faire jouer une première fois au golf, on leur fait taper un coup sur un practice de golf, mais quand dans un sport collectif, on a envie de faire découvrir le sport collectif, on donne une balle et tout de suite, il y a un match d'une équipe contre une autre équipe. Et ça, c'est ce que veulent les enfants et c'est ce qu'on fait mal au golf. Donc il faut absolument. Il y a une initiation aussi. Il y a une initiation, mais vous savez, moi je compare ces initiations au solfège. C'est-à-dire que quand vous commencez la musique, vous faites du solfège. Mais ce qui amuse les enfants, c'est de jouer de l'instrument. Et même si vous jouez mal, vous n'allez pas devenir Mozart tout de suite, mais ce qui les importe, c'est de jouer. De mal jouer, on s'en fiche. Tout le monde dans le sport collectif n'est pas Zidane, mais l'important, c'est de faire jouer et de les faire jouer de la façon la plus appropriée. Et la façon la plus appropriée, c'est de les faire jouer les uns contre les autres. Et le golf a ce côté magique d'être un sport individuel qui peut se pratiquer dans le cadre d'un sport collectif en équipe. Absolument. Et c'est ça qui amuse les enfants. Et il faut qu'on l'utilise beaucoup plus. Et jusqu'à présent, on l'a certainement très mal fait puisqu'on perd 78% des enfants. Et c'est pas de la faute des enfants, c'est de notre faute et il faut qu'on se remette en question. C'est une très bonne promesse à tenir. Christophe Panin, évidemment, il y a les champions à vélo, mais alors, le vélo est en train d'exploser en France. Ça aussi, ça vous intéresse, je suppose. Ça. Oui, donc comme ça a déjà été dit, le sport et les fédérations doivent répondre à un certain nombre de politiques publiques. Le vélo, au-delà d'être un outil pour faire une course et pour arriver le premier sur une ligne ou pour faire des sauts sur un skatepark, c'est aussi un outil de déplacement. Et dans le cadre de la mobilité, on s'aperçoit avec les enjeux climatiques, on encourage les gens, la population à se déplacer d'une manière propre et de plus en plus en vélo. Donc
au sein de la fédération, mais bon, c'est un programme interministériel, mais au sein de la fédération particulièrement, nous développons le savoir rouler à vélo. Donc il y avait un atelier là, qui a été présenté aujourd'hui sur les journées olympiques. Donc là, c'est pour former les enfants. Notamment la guerre des jeunes, hein, c'est 3 blocs. Un premier bloc qui est apprendre à faire du vélo. Le deuxième bloc, c'est la sécurité routière. Et puis le troisième bloc, c'est être autonome sur la route ou les pistes cyclables. Donc la Fédération française de cyclisme est vraiment investie dans ce programme interministériel. Donc ça, c'est pour les enfants. On s'occupe aussi des publics adultes avec un programme qui s'appelle la remise en selle. Donc aussi... Parce que maintenant, il y a le vélo électrique, donc il y a beaucoup de gens... On incite les gens à faire du vélo, mais certains n'ont... Il faut savoir. Il y a des adultes qui n'ont pas refait du vélo. On a l'impression que tout le monde sait faire, qu'on sait tous faire du vélo. Donc, on a ce programme remise en selle. Puis après, pour compléter la panoplie des publics, on est aussi très actif sur les publics seniors, notamment avec un programme dans les Yvelines là, de cyclisme mobile, où on va dans les EHPAD. On a des équipes qui vont dans les EHPAD avec des vélos, des vélos d'appartement, et puis on fait pratiquer les personnes âgées. Et donc là, c'est dans un objectif de santé, de conservation de la santé. Donc voilà, on essaye de développer d'autres choses que la partie compétition qu'on sait faire dans nos clubs. Et voilà. Didier Retier, quand on regarde le rugby au fond, on a toujours l'impression qu'il y a une certaine canalisation de la violence, parce qu'il pourrait exploser, et une grande morale chez les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contestation par rapport, par exemple, au football, des arbitres, des décisions arbitrales, etc. Là, c'est vrai que c'est aussi une leçon de vie, quoi. Ouais, il faut savoir que le rugby a été inventé pour ça au départ. C'est-à-dire que ça vient des collèges anglo-saxons où en fait les enseignants ont utilisé des pratiques, c'est l'histoire souvent du sport, hein, mais que les internes faisaient, jouer au football à la façon de l'école de rugby, c'est-à-dire avec un peu d'engagement physique. Et donc ils ont utilisé le rugby justement pour éduquer les jeunes. Et donc, ce qui fait que, par exemple, le rôle du capitaine, c'est le représentant des élèves. L'entraîneur était souvent un enseignant qui n'était pas un enseignant de sport, qui enseignait d'autres matières, mais qui en même temps était l'entraîneur de rugby. Donc, cet héritage, en fait, en quelque sorte, est resté. Et ce qui fait qu'en effet, ce qu'il faut comprendre dans l'activité rugby, c'est qu'il n'y a pas de limite de charge. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un adversaire à partir du moment où on a le ballon, ou si on est adversaire de vouloir plaquer le joueur porteur de balle, il n'y a pas de limite de charge. La seule limite, c'est la perte du contrôle. En fait, on a des règles assez précises, hein. C'est ceinturer un joueur et l'amener au sol en le tenant, entre le dessous des épaules et les jambes. Et à un moment donné, si l'engagement devient trop grand, on ne peut pas réussir le geste technique, et surtout on risque de se mettre en danger et donc de prendre une pénalité. Et donc c'est cette dualité qu'il y a, engagement-contrôle, qui fait qu'à un moment donné, on travaille sur des notions de courage, de solidarité, de respect aussi des règles. Et je crois que ça c'est passionnant. Et il y a l'activité et c'est ça qui est bien. Et juste un petit mot pour dire aussi ce qui me semble passionnant dans tous les sports, c'est qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est l'ensemble des talents, la diversité des talents que les gens expriment. Un golfeur, il y a ce côté, cette précision, cette régularité, etc., la concentration, la résistance à la pression et tout. Il y a la créativité dans certaines autres activités, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend compte, moi je l'ai vécu en découvrant le rugby fauteuil. Oui. Non, c'est incroyable, on voit des gens qui sont en situation de handicap parfois très lourd, hein, avec des tétraplégiques, mais ce sont de virtuoses du fauteuil. Et moi, ils m'ont mis sur le fauteuil. Et pour le coup, c'était moi l'handicapé. Vous étiez nul, oui. Ah ouais, catastrophique. Non, je l'étais vraiment. Et c'est ça. Non, mais je me mets à votre place. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a, en fait, en réalité, je pense qu'il y a le sport qui convient à chacune des personnes. Et on doit pouvoir révéler le talent qu'on a au fond de nous, dans une activité qui nous correspond. Et je crois que c'est ça le message. C'est-à-dire que cette diversité en fait de pratiques, elle doit nous servir à un moment donné à révéler ce qu'on est juste. Et ça, je trouve ça génial. Et vous avez raison de parler du handicap et des handicapés, parce qu'on a de l'admiration pour les grands champions. Je crois qu'on a encore peut-être plus parfois d'admiration pour les handicapés, parce qu'ils font... Alors,
Moi, ils m'ont fait une fois une réflexion parce qu'ils jouaient. Donc mais peut-être qu'il ne faut pas en avoir plus d'ailleurs. Ils se rentrent dedans avec les fauteuils, ils tombent par terre. Et alors moi j'ai eu peur sur le coup, en disant oh les gars faites attention et tout ça. Et il y en a un qui m'a regardé, il me fait on est handicapé, on n'est pas malade. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous font aussi changer le regard sur eux. Quand on les côtoie, on n'est plus dans la compassion. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le respect. C'est-à-dire ce sont des sportifs de haut niveau. Et ça c'est le plus grand message qu'ils peuvent envoyer. Enfin, quand on voit les Jeux paralympiques, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Hein, et voilà. Jean-Philippe ? Non, je voulais juste rajouter là-dessus sur ce que vient de dire Didier sur effectivement l'image ou la perception qu'on peut avoir et la différence qui est traditionnellement un raccourci un peu facile entre le monde olympique, le monde paralympique, les athlètes olympiques, les athlètes paralympiques. Pour la première fois aussi, une nouvelle fois de l'histoire, on a une équipe de France unie. Il n'y a plus une équipe de France olympique, il n'y a plus une équipe de France paralympique. On a une équipe de France qui est composée d'athlètes valides ou d'athlètes handi et ils représentent la même équipe de France. Et je pense que c'est un symbole aussi assez fort et c'est une marque aussi quelque part sociétale de la volonté de Paris 2024 de faire du sport et des Jeux un modèle d'inclusion. Absolument, d'inclusion, voilà. Un dernier mot peut-être, mais je vous laisserai après la conclusion sur les souhaits pour 2024, mais est-ce que finalement vous représentez des sports différents les uns et les autres, mais est-ce que finalement vous avez l'impression de faire partie de la même équipe ? Il y a l'équipe du sport. Non, mais ça, je pense que c'est la magie du comité d'organisation. Oui. D'abord, la chance de savoir qu'on va organiser les Jeux dans notre pays, ça fédère les fédérations. Je pense que c'est la première fois où les présidents de fédérations sont réunis aussi souvent. Et bien sûr, ça crée des liens. On apprend à se connaître. Il y a eu des élections dans les fédérations où les présidents ont changé. Beaucoup de présidents ont changé. Et le fait d'avoir cet événement en ligne de mire, je pense que ça aide à se réunir. La force des projets, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Il y a les belles paroles, mais d'avoir un projet, un projet commun comme Paris 2024, je pense que c'est ça qui nous permet aujourd'hui de tous rêver et de rêver plus fort autour d'un très grand événement. Jean Ferrat, vous accédez à cette équipe là. Ça fait rêver tout le sport français, les présidents de fédération. C'est un rêve. On est tous réunis autour de ce projet. Et c'est vrai que c'est une façon et un projet encore de réunir encore plus le sport français et on est tous derrière Paris 2024 pour que ce projet soit à la fois un projet, une réussite sportive, sociale, mais aussi une réussite du pays. Il faut que tout le peuple participe à cet événement exceptionnel. D'où des journées comme celle-là. Jean-Philippe Gatien, le souhait pour 2024, je pense que dans votre esprit, il y a l'idée peut-être de se dire, on espère que la crise sanitaire, ça sera derrière nous. Non, mais c'est bien évidemment d'arriver à notre ambition. Ces Jeux, on les a voulus depuis le début de cette phase de candidature et d'organisation spectaculaire, exemplaire, sur sa dimension économique, sur la dimension environnementale, sur la dimension sociétale. On les a voulus aussi ouverts. Pour la première fois, on va faire participer le grand public à une épreuve de marathon pour tous ou une épreuve cycliste également de Mass Event. Donc déjà que l'ensemble de ces ambitions soit exaucé, que le sport français brille, qu'il y ait beaucoup de médailles. Un des facteurs de succès aussi des Jeux, c'est si le pays hôte amène plein de médailles. Donc voilà, et surtout, et ça rejoint un petit peu ce que disait Pascal, cette équipe unie que l'on forme, il y a un comité d'organisation, mais en 2024, il va disparaître. Qu'est-ce qu'on va laisser après ? Qu'est-ce que ces Jeux vont amener en termes d'héritage ? Est-ce que le mouvement sportif sera plus fort, il sera renforcé ? Est-ce qu'il y aura plus de pratiquants ? Est-ce qu'il y aura en capacité de les accueillir dans les clubs, etc. Donc tous ces sujets-là qu'on porte à bras-le-corps aujourd'hui et qui sont une ambition forte, on espère forcément qu'ils vont se réaliser, c'est notre souhait le plus cher, et que ce soit surtout une ambiance de fête incroyable et que ces Jeux marquent l'histoire. Et on est tous dans la même famille pour livrer cet événement et qui marque l'histoire des Jeux. Là, vous avez raison de dire, voilà, il y aura un après 2024. Je renvoie quand même à votre site parce qu'il y a aussi un avant et il va y avoir un été très ludique et très sportif. Oui, sur les...
va essayer effectivement d'encourager cette pratique du sport justement pour qu'il y ait un lien avec cette équipe de France et donc d'encourager avec le 06 88 20 24 sur WhatsApp, envoyez vos messages, vos vidéos, etc. On va aussi faire vivre sur des sites de célébration, notamment des collectivités hautes qui vont l'organiser, les moyens de vivre les Jeux sur les places publiques grâce au concours de France Télévisions également pour commencer à acculturer un petit peu ce pays à ce que sont les Jeux et vibrer derrière l'équipe de France. On aura aussi sur l'ensemble du territoire et au travers des sites Terre de Jeux des vocations aussi à promouvoir le sport. Bref, on va avoir un été sportif et on prépare le 8 août cette bascule Tokyo-Paris avec un événement fantastique au Trocadéro face à la Tour Eiffel qui va marquer, j'espère aussi les esprits, qui va marquer l'entrée de Paris 2024 et dans l'Olympiade Paris 2024 et après les yeux du monde seront tournés vers nous et on aura besoin de tout ce Ça fait du bien à tout le monde. Oui, exactement. Merci infiniment à tous les 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à Patrice et à ses invités. Et si vous souhaitez suivre toutes les étapes d'ici à l'organisation des Jeux, sachez qu'une cérémonie de passation sera organisée avec Tokyo le 8 août prochain à 14 h au pied de la Tour Eiffel. Des répétitions ont déjà eu lieu. On nous promet un spectacle créatif, ambitieux avec la participation de la Patrouille de France. C'est la fin de ce premier magazine Paris 2024. On se retrouve au mois de septembre pour faire vivre cette devise olympique: plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Très bel été sur TV78.